Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Nous voyons maintenant les polynômes de la guerre. Donc, on pose E égale R de x, l'ensemble des polynômes réels, qu'on identifie en fait à l'ensemble des fonctions polynomiales définies sur R. Muni du produit scalaire, PQ est égal à somme de 0 à plus l'infini de P de x, Q de x exponentielle moins x dx. Alors, on va tout d'abord vérifier qu'on a le droit de faire ça. Bon, si PQ est égal à 0, si le produit PQ est égal à 0, autrement dit, si l'un des deux est nul, il est évident que l'intégrale existe et qu'elle est nulle. Et sinon, ça veut dire que PQ est de degré n supérieur ou égal à 0, avec un terme de plus haut degré qui va être ANXN. Donc PQ exponentielle x moins x va être équivalent à ANXN exponentielle moins x au voisinage de plus l'infini, puisque c'est le terme du plus haut degré qui l'emporte. Et la limite de x puissance n plus 2 exponentielle moins x en plus l'infini, bien sûr, c'est 0, on le sait. Donc ça veut dire qu'à partir d'un certain a, on peut rendre xn plus 2 exponentielle moins x en valeur absolue inférieure à 1. Et donc en divisant par x2, on a ça, ce qui prouve la convergence de ça, et donc la convergence de l'intégrale. Voilà. La symétrie, somme de PQ égale si j'inverse PQ, ça ne change rien. La bilinéarité, il est évident que ce genre de formule, si je remplace P par P plus Q, je peux séparer en deux intégrales, une qui sera somme pas P plus Q, P1 plus P2, une qui sera P1 Q exponentielle moins x, et l'autre qui sera P2 Q exponentielle moins x. Et si je remplace P par lambda P, ça fera bien lambda intégrale 2. Donc voilà, symétrique, bilinéaire. Alors maintenant, il faut que je vérifie qu'elle est définie positive. Alors positive, produit PP est égal à ça, c'est une fonction supérieure positive ou nulle, donc pas de problème. Quand est-ce qu'elle est nulle? Si elle est nulle, puisque ça c'est une fonction continue sur 0 plus l'infini, si elle est nulle, ça veut dire que P de x, l'exponentielle moins x est nulle, et donc P de x est nul. Et nul sur 0 plus l'infini, ça veut dire d'ailleurs nul sur R, parce qu'on ne peut pas avoir une infinité, ça voudrait dire qu'elle aura une infinité de racines entre 0 et plus l'infini. Donc P est égal à 0. Et donc, c'est bien, elle est bien définie. Donc, elle définit un produit scalaire. Voilà. Sur E. Alors, les polynômes de la guerre là-dedans, ça va être les Pn donnés par cette formule. Et quelle est leur particularité? Bien, c'est que quand on dérive n fois cette expression, on trouve le polynôme de la guerre multiplié par exponentielle moins x. Et ceci, quel que soit n appartenant à n. Démonstration. Si j'appelle ça Fn avant la dérivation, F0 c'est évidemment exponentielle de moins x, donc sa dérivée c'est exponentielle de moins x, et donc c'est 1 exponentielle moins x, et donc P0 est égal à 1. Si je prends F1 qui est x exponentielle moins x, si je le dérive, donc F'1, eh bien F'1 il va être égal à la dérivée de x, donc 1, fois exponentielle moins x, moins x exponentielle moins x, donc ça fait ça, et donc P1 est égal à 1 moins x, ou moins x plus 1. Et pour n supérieur ou égal à 2, j'utilise la formule de Leibniz, donc je mets 1 sur factoriel n en facteur, et puis ensuite j'ai u et v, donc somme de k parmi n. Alors, pour u, je vais prendre exponentielle moins x, donc ça me fait moins 1 puissance k exponentielle moins x, c'est-à-dire la dérivée km d'exponentielle moins x. Et là, je vais prendre la dérivée d'ordre n-k de x puissance n. D'accord? Donc, il va me rester x puissance k. Et ça va me faire factoriel n sur factoriel de n moins k. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que ça fait en fait,
Je dérive une première fois, ça fait n, n-1, etc. Et comme je dérive n-4 fois, je finis par k plus 1. Voilà. Et donc ça fait bien ça. Et ça, je simplifie les deux factoriels n et je trouve exactement ça. Je trouve le polynôme de Laguerre, donc c'est bon. Voilà. Alors au passage, là, on a déjà calculé P0, P1. Bon, si on calcule P2 en utilisant cette formule-là, eh bien on trouve ça. Si on calcule P3, on trouve ça. Voilà. Une remarque, quel que soit n appartenant à n, Pn de 0 est égal à 1. Alors ça, pour avoir Pn de 0, il faut prendre k égale 0. Et pour k égale 0, tous ces termes vaut 1. Donc effectivement, le terme constant vaut 1. Voilà. Ici. Et puis, je termine par une intégration. L'intégrale de 1 sur factoriel n exponentielle moins x xn dx est égale à 1, quel que soit n appartenant à n. Alors effectivement, si j'appelle in cette intégrale, i0, ça va être... donc là, ça fait 1, là, ça fait 1. J'intègre exponentielle moins x entre 0 et plus l'infini. Donc ça fait moins exponentielle moins x entre 0 et plus l'infini. Donc ça fait moins 0 plus 1. Donc c'est bon, ça fait 1. Et maintenant, j'intègre pour n supérieur ou égal 0, j'intègre par partie in plus 1. Donc in plus 1, c'est la même chose avec n plus 1 ici. Donc ça fait 1 sur factoriel n plus 1. J'intègre d'abord l'exponentielle moins x, donc ça fait moins exponentielle moins x à la puissance n plus 1. Et ensuite, je dérive ça. Donc ça va me faire n plus 1 xn sur factoriel n plus 1. Et c'est moins moins, donc ça fait plus. Voilà, donc ça fait 1 sur factoriel n. Cette intégrale, c'est exactement in. Et quant à ici, ici en plus l'infini, l'exponentielle l'emporte, ça fait 0. Et puis là, ça va faire 0 aussi en 0, parce que x puissance n plus 1, eh bien, n plus 1 est supérieur ou égal à 1, donc ça fait 0 aussi. Donc j'ai in plus 1 qui est égal à in, quel que soit n supérieur ou égal à 0, par une récurrence immédiate. J'obtiens que in est égal à I0, et I0, j'avais calculé, ça faisait 1, donc IN est toujours égal à 1, voilà, l'intégrale est toujours égale à 1, quel que soit N appartenant à N. Alors je vais démontrer un lemme qui me servira à démontrer cette propriété. Pour tout entier naturel N et tout cas compris entre 0 et N, la dérivée kn d'exponentielle moins x xn est de cette forme-là. Et à partir de ça, on démontre que ce crochet est égal à 0 pour k compris entre 0 et inférieur strictement à n, et tout polynôme q de r de x. Donc, démonstration de la première partie par récurrence sur k. C'est évident si k égale 0, puisqu'à ce moment-là, ça fait exponentielle moins x xn. Donc ici, c'est 1 fois xn exponentielle moins x. 1 fois xn, puisque je vais bien de n-0 à n, ça fait 1 fois xn. Ensuite, je suppose que la propriété est vraie pour k compris entre 0 inférieur à n, donc j'ai un polynôme de cette forme. Et pour avoir la dérivée k plus unième, je dérive cu fois v. Donc je dérive l'exponentielle et je dérive le polynôme. Là, je fais une petite translation sur les coefficients du polynôme. Et je me retrouve avec, globalement, un polynôme dont les indices en x puissance j les exposants vont de n moins k plus 1 à n, et donc la propriété est vraie à l'ordre k plus 1, à l'ordre k plus 1, donc d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie, et donc on a toujours ça. Alors maintenant la deuxième, il suffit de remarquer que cette fois-ci pour k inférieur à n, ici, le terme de plus bas degré, il est de toute façon, c'est pas x puissance 0, donc c'est x puissance quelque chose qui est supérieur ou égal à 1, donc je peux factoriser x. Donc ça veut dire que ce truc-là, ça va être x fois un polynôme fois exponentielle moins x. Donc le polynôme fois q, ça fait le polynôme p, et il me reste x exponentielle moins x. Et donc en 0, ça va s'annuler. En plus l'infini, x fois le polynôme, c'est un polynôme. Donc multiplié par exponentielle moins x en plus l'infini, ça tend vers 0, et donc le crochet vaut 0. Quel que soit q appartenant à r de x, le produit scalaire PNQ est égal à ça. Alors, je considère in égale n factoriel PNQ, je remplace Pn, donc ça fait ça,
n factoriel, somme de PNQ exponentielle moins x, et je remplace Pn par cette dérivée énième divisée par factoriel n, ce qui me supprime le factoriel. Donc je me retrouve avec ça. D'accord? Et là j'intègre par partie. Donc je prends la dérivée n-1, et puis là je dérive q. Grâce à ça, j'ai un crochet qui vaut 0, et je me retrouve avec ça, ce qui donne envie de démontrer par récurrence que n est égal à 5. Donc, je suppose que c'est... Alors ça, c'est donc vrai pour k égale 0, même k égale 1, puisque je viens de le démontrer. Pour k égale 0, ça fait exponentielle moins xn dérivée énième, et puis là, ça fait q. Donc, ça fait exactement ça. Donc, c'est vrai. Et si je suppose que j'ai ça, eh bien, j'intègre, donc ça fait n-k moins 1 qk, et je dérive qk, donc ça fait qk plus 1, et je constate là encore, grâce à ça, que ça, le crochet vaut 0. Donc, moins 1 puissance k, ça fait moins 1 puissance k plus 1 fois ça, ce qui montre que la propriété est égale, est vraie à l'ordre k plus 1. D'accord? Donc, la propriété est toujours vraie, quel que soit k entre 0 et n, ce qui va me permettre de prendre maintenant k égale n. Donc, k égale n, ça me fait in égale ça. D'accord? Ça me fait in égale ça, puisque c'est ici. Pour k égale n, ça fait exponentielle moins xxn que je dérive 0 fois, donc ça fait exponentielle moins xxn, q que je dérive n fois. Donc j'obtiens ça. Et ça, c'est exactement ça. Donc la propriété est démontrée. Nous allons démontrer que l'ensemble des pk, k compris entre 0 à n, forme une base orthonormale de Rn de x, et que l'ensemble des pk, k appartenant à n, une base orthonormale de R de x. Démonstration. Chaque pk est de degré k, donc Bn est bien une base de Rn de x et B une base de R de x. Si ij appartiennent à n, pi, pj, d'après la propriété précédente, est égal à ça. Évidemment, si i est supérieur à j, comme pj est de degré j, eh bien, la dérivée im va être nulle. Et donc, pi, pj sera égal à 0. Idem si j est supérieur à i. Donc i différent de j implique que pi, pj, produit scalaire, est égal à 0. Maintenant, étudions Pn, Pn. C'est toujours la même formule qui a été démontrée avant. Et on sait que Pn est égal à ça. Démontré aussi. Donc la dérivée énième, on regarde le terme en n, tous les autres vont se supprimer. Quand je dérive ça, ça va faire n fois, ça va faire factoriel n fois ça, enfin n parmi n, fois moins 1 puissance n, fois divisé par n factoriel. Donc ça fait moins 1 puissance n. Je le remplace ici, il multiplie moins 1 puissance n, il fait 1. Il me reste somme d'exponentielle moins x, xn sur n factoriel n. Et ça, je sais que ça fait 1 parce qu'on l'a déjà vu. Donc ça y est, c'est terminé. On a bien une base orthonormée pour chacun des deux espaces. Propriété suivante, on démontre que c'est la seule qui vérifie, la seule base orthonormée de R de x qui vérifie degré de Pn inférieur ou égal à n, quel que soit n, et Pn de 0 supérieur ou égal à 0, quel que soit n. Démonstration. Supposons que QK soit une base orthonormée qui vérifie la même chose que Pn. Et montrons par récurrence que QK est égal à PK. C'est vrai à l'ordre 0, parce que on cherche un polynôme de degré inférieur ou égal à 0, donc de cette forme-là, et quand on regarde Q0, Q0, ça va donc faire ça. Ça fait ça, et comme exponentielle moins x entre 0 et plus l'infini, bah, il va faire 1, et donc ça fait lambda 2 égale 1. Mais comme on veut que Q0 en 0 soit positif, Q0 en 0 c'est lambda. Donc ça fait, là lambda est égal à plus ou moins 1, mais si on veut que ça soit positif, il faut prendre lambda égale 1. Et à ce moment-là, on obtient quoi? On obtient Q0 égale 1. Et bien donc c'est pareil que P0. Donc Q0 égale P0. Supposons que la propriété soit vraie à l'ordre n. Donc on prend Qn plus 1, puisqu'il est de degré inférieur ou égal à n plus 1 et que les Pk
entre 0 et n plus 1 forme une base de Rn plus 1, on peut l'écrire donc sous forme de cette combinaison linéaire. À ce moment-là, le produit scalaire Qn plus 1 Qk va être égal à la somme des lambda j Pj Qk, d'accord? Et là-dedans, somme de 0 à n plus 1 des lambda j, bah les Qk ils sont égaux à Pk par l'hypothèse de récurrence. Donc ça fait Pj Pk, d'accord? Et les Pj Pk, le produit scalaire est nul dès que j est différent de k. Donc il va rester que lambda k Pk Pk. Pk Pk qui fait 1. Donc il va rester que lambda k. Donc lambda k doit être égal à 0, quel que soit k appartenant à 0n. D'accord? Donc ça veut dire que Qn plus 1 va être égal à lambda n plus 1 Pn plus 1. Et donc Qn plus 1 produit scalaire par lui-même va être égal à lambda n plus 1 au carré, produit scalaire de Pn plus 1 Pn plus 1 qui vaut 1. Donc ça fait lambda n plus 1 au carré qui doit être égal à 1. Donc lambda n plus 1 doit être égal à plus ou moins 1. Mais Qn plus 1 de 0 est égal à lambda n plus 1 de Pn plus 1 de 0 et Pn plus 1 de 0 vaut 1. Donc ça fait lambda n plus 1 et on veut qu'il soit positif. Donc ça veut dire que lambda n plus 1 qui était égal à plus ou moins 1 doit être égal à 1. Et donc que Qn plus 1 est égal à Pn plus 1. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Et donc ça veut dire par le théorème de récurrence que la propriété est toujours vraie. Donc Pn est bien l'unique base orthonormale de R de x vérifiant degré de Pn inférieur ou égal à n et Pn de 0 supérieur ou égal à 0, quel que soit n appartenant à n. On va montrer maintenant que les polynômes Pn pour n supérieur ou égal à 1 admettent n racines simples. On commence par l'étude de P1, P2, P3 et que ces racines simples sont strictement positives. Bon, moins x plus 1, il a bien une racine. 1, strictement positif. P2, c'est ça, obtenu par deux dérivations successives. Les deux racines sont 2 moins racine de 2 qui est positif, 2 plus racine de 2 qui est positif. P3, 3 dérivations successives. Donc là, je vous laisse faire le calcul. Et ça, évidemment, on n'a pas directement les racines. On prend la dérivée. Et la dérivée a deux racines, 3 plus ou moins racine de 3, donc positive. Et comme le coefficient en x au carré est négatif, on a pour la dérivée moins plus moins. Décroissant, croissant, décroissant. Alors il faut calculer les valeurs de Q en 3 moins racine de 3. Pour ça, on peut effectuer la division euclidienne de Q par x moins 3, je vous laisse faire ça, et on obtient ça. Et après, c'est plus facile pour faire le calcul, parce que quand on remplace x par 3 moins racine de 3, c'est moins racine de 3, facteur de... Et là, c'est facile de calculer moins racine... 3 moins racine de 3 au carré, puis prendre l'opposé, plus 6 fois 3 moins racine de 3 plus 6. Je vous laisse faire le calcul, on trouve que c'est négatif. Idem pour 3 plus racine de 3, mais cette fois-ci, on trouve que c'est positif. Négatif, positif. Théorème des valeurs intermédiaires, comme entre ça et ça, la fonction est strictement croissante, elle s'annule une fois. En plus, l'infini, ça, P3, là, est vers moins l'infini. Donc, pareil, racine positive, là c'est positif, là moins l'infini, strictement décroissant, donc théorème des valeurs intermédiaires, ça s'annule une fois. Et en 0, ça prend la valeur 6, donc là aussi, ça s'annule une fois. Donc, il y a 3 racines différentes, et comme le polynôme est de degré 3, ce sont les seules. Et on note qu'elles sont toutes positives. Alors, propriété, somme de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins x p de n de x dx est égal à 0, et Pn a au moins une racine strictement positive d'ordre impair. Pour n, évidemment, toujours supérieur à 0. Bon, l'intégrale, c'est l'intégrale de 1 Pn exponentielle moins x. Donc c'est P0 Pn, ça fait produit scalaire, ça fait 0. Pour n supérieur ou égal à 1. Donc Pn change de signe sur 0 plus l'infini. Parce que sinon, Pn resterait supérieur ou égal à 0. Il n'est pas nul. Il resterait supérieur ou égal à 0
donc à ce moment-là l'intégrale serait strictement positive, ou inférieur ou égal à 0, mais à ce moment-là l'intégrale serait strictement négatif, hein, parce que en plus Pn il est continu, ça c'est une fonction continue. Donc ça change de signe. Donc ça change de signe sur 0 plus l'infini, donc ça veut dire qu'il y a au moins une racine positive. Alors, s'il n'y avait que des racines positives d'ordre pair, entre 0 donc et plus l'infini, que des racines d'ordre pair, alors Pn serait supérieur ou égal à 0, en tout cas entre 0 et plus l'infini. Pourquoi? Parce que les racines d'ordre pair, dans la factorisation de Pn, il y aurait donc des choses comme ça, avec 2k, d'accord? Donc ça c'est positif ou nul. Et que des facteurs premiers comme ça, et puis à côté de ça, des facteurs qui seraient en ax au carré plus bx plus c, mais avec un discriminant négatif, hein, donc on ne pourrait pas factoriser en termes du premier degré, et qui garderait donc un signe constant sur 0 plus l'infini. Donc, au total, en multipliant tous ces facteurs, on aurait quelque chose qui garderait un signe constant. Et comme c'est une fonction continue qui garde un signe constant, mais qui n'est pas nulle entre 0 et plus l'infini, on débouche sur une contradiction. Donc Pn a au moins une racine d'ordre impair. Alors maintenant, on va montrer qu'elle a exactement n racines supérieures à 0. Donc on considère les racines d'ordre impair, entre 0 et plus l'infini toujours, alpha 1 jusqu'à alpha k. D'accord? Et on va s'intéresser, donc on considère ce polynôme, et on le multiplie par Pn. Bon, si je prends les racines d'ordre impair, elles étaient comme ça, dans Pn. 2k plus 1. Mais comme je multiplie par ça, je rajoute un facteur 1. Donc je vais obtenir quelque chose de pair. Okay? Les autres qui proviennent de Pn sont d'ordre pair. Et puis toujours les polynômes du second degré qui gardent le même signe. Donc au global, de toute façon, PNQ, il n'aura que des racines d'ordre pair. Il ne sera pas nul, mais il gardera donc un signe constant. C'est le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Et donc, ça fera que cette intégrale soit supérieure à 0 ou inférieure à 0. Mais elle ne sera pas nulle. Or, si k est inférieur à n, le produit scalaire PNQ est égal à 0. Pourquoi? Parce que Q, puisque à ce moment-là, k est inférieur à n, Q est de degré inférieur à n, il peut s'écrire somme de 1 à k des lambda, il est de degré k, hein, somme de 1 à k, de 0 à k des lambda jpj, puisque P0, P1 jusqu'à Pk feront une base de Rk de x. Donc il va s'écrire comme ça, et quand je prends le produit scalaire PNQ, ça va être une somme de lambda j, Pn, Pj. Mais comme n est différent de j, quel que soit j entre 0 et k, les produits scalaires PNJ seront tous nuls. D'accord? Donc on aura bien PNQ qui est égal à 0. Donc cette intégrale, elle sera nulle, alors que moi je l'ai trouvée strictement positive ou strictement négative. Donc je débouche sur une contradiction, et ça veut dire que k est égal à n. Et donc ça veut dire que Pn a exactement n racines positives, puisque là, hein, il y avait alpha... Non, ça veut dire que Pn a exactement n racines positives d'ordre impair. Voilà. Il a n racines positives d'ordre impair, mais il est de degré n, donc il n'y a pas d'autres racines que ces racines positives d'ordre impair. D'accord? Donc voilà, ça prouve bien qu'il a exactement n racines positives. Soit l'ensemble des fonctions continues de 0 plus l'infini vers R, vérifiant cette intégrale convergente. Alors, je note que ça, c'est une fonction positive continue. E est un R espace vectoriel, et le produit FG défini comme ça est un produit scalaire sur E qui prolonge donc le produit scalaire qu'on avait sur R de X. Démonstration, si F et G appartiennent à E, montrons d'abord que
l'intégrale somme de fg exponentielle moins t est convergent. F de t, g de t, bah, AB, pour n'importe quel réel AB, hein, valeur absolue de AB est toujours inférieure ou égale à a carré plus b carré sur 2. Ça, c'est l'identité remarquable. Donc ici, on a ça. Donc quand on passe à l'intégrale en multipliant tout par exponentielle moins t, comme la somme de f de t carré exponentielle moins t est convergente, g de t carré exponentielle moins t est convergent, la somme de f de t, g de t exponentielle moins t va être convergente, et donc cette intégrale est absolument convergente, et donc fg existe. Maintenant, si je prends f plus g de t au carré, il va être égal à ça. L'intégrale en multipliant de ft carré, f de t au carré exponentielle moins t est convergent, g de t au carré exponentielle moins t est convergente, et celle-là, multipliée par exponentielle moins t, est convergente. Donc ça va être convergent aussi. Et puis enfin, si je prends l'intégrale de lambda f de t au carré exponentielle moins t, bien sûr que je peux faire sortir le lambda au carré, et la convergence de celle-là implique la convergence de celle-là. Donc ça prouve bien que f plus g et lambda f vérifient ça, et donc j'ai bien un R espace vectoriel, un sous-espace vectoriel, donc de l'ensemble de l'espace vectoriel, du R espace vectoriel des fonctions continues sur 0 plus infini. Voilà. Alors maintenant, il reste à démontrer que c'est un produit scalaire. La symétrie est évidente, hein. La bilinéarité aussi, c'est linéaire suivant f, c'est linéaire suivant g. C'est positif parce que cette intégrale-là, évidemment, l'intégrale d'une fonction continue supérieure ou égale à 0, c'est supérieur ou égal à 0. Et c'est égal à 0 puisque, grâce à la continuité, si et seulement si ça est égal à 0, mais l'exponentielle est toujours supérieure à 0, donc ça équivaut à dire que f au carré est égal à 0, donc que f est égal à 0. Donc j'ai un produit scalaire et un espace préhilbertien réel. Donc En, alors propriété suivante, En, le sous-espace de E engendré par les polynômes de la guerre P0 jusqu'à Pn. Donc en fait En c'est Rn de x, donc de dimension n plus 1. E égale En, alors E, on sait qu'à ce moment-là, hein, quand j'ai un sous-espace vectoriel comme ça, de dimension finie, j'allais dire donc complet, eh bien on peut écrire cette égalité et on s'intéresse à la projection orthogonale, d'accord, et on note pi, la projection orthogonale sur En. Donc c'est l'application qui a x plus y appartenant à En plus En bar. Bon, ça évidemment c'est en réalité c'est tout E, hein, mais c'est pour montrer que je la décompose suivant cette somme directe. Eh bien c'est à x plus y que je fais correspondre x. Eh bien si f appartient à E, alors pi de f est égal à la somme des produits scalaires fpi multiplié par pi, et puis on a cette inégalité qui est cette égalité bien connue, on pourrait dire aussi f norme de f moins pi de f en norme, donc, est inférieur ou égal à norme de f moins p, quel que soit p appartenant à n, égalité bien sûr si p est égal à pi de f. Alors montrons ça, je prends k compris entre 0 et n, pkf va être égal, si je note pi de f égale somme de lambda ipi. Alors pourquoi j'ai le droit de noter ça comme ça? Parce que pi de f appartient à n qui est engendré par P0, P1, P2 jusqu'à Pn. Donc il y a des coefficients lambda i comme ça, et quand j'écris pkf, ça va me faire une somme de lambda i pkpi. Mais les pkpi valent 0 quand k est différent de i, ils valent 1 autrement, donc cette somme se réduit à lambda k fois 1, c'est-à-dire à lambda k. D'accord? Elle se réduit à lambda k. Donc lambda k est égal à pkf. Et donc pi de f est égal à la somme de pkf, alors pkf pk ou pif pi. Et donc j'ai le résultat. Alors maintenant, ça, je peux écrire norme de f moins p au carré est égal à norme de f moins pi de f au carré plus p
norme de P moins pi de F au carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore, parce que F moins P est égal à F moins pi de F plus pi de F moins P, d'accord? Mais ces deux-là sont orthogonaux. Ils sont orthogonaux parce que F moins pi de F appartient à EN orthogonal, alors que là, P appartient à EN, pi de F aussi, donc là, ça appartient à EN. Donc les deux sont orthogonaux, donc j'ai ça. Et donc ça me permet de dire que F moins pi de F au carré est inférieur ou égal à F moins P au carré, et donc on a F moins pi de F norme est inférieur ou égal à norme de F moins P. Égalité, évidemment, quand P est égal, quand on prend P égale pi de F, on a l'égalité. Alors, notons maintenant que si on prend Q appartient à EN, Q appartient à EN, eh bien, vérifiant norme de F moins Q inférieure ou égale à norme de F moins P, quel que soit P appartient à EN. À ce moment-là, Q va être égal à pi de F. Pourquoi? Parce que si je remplace P par pi de F, et je peux le faire, parce que pi de F appartient à EN, je vais avoir F moins Q en norme inférieur ou égal à F moins pi de F. Sauf que F moins pi de F est inférieur ou égal à F moins Q, puisque Q appartient à EN. D'accord? Donc, en fait, ils sont égaux. F moins pi de F est égal à F moins Q. Et donc, ça me dit que Q va être égal à pi de F. Pourquoi? Parce que là, je peux reprendre cette formule-là, où P appartenant à N, cette fois, je le remplace par Q, ça fait norme de F moins Q au carré égale norme de F moins pi de F au carré plus norme de Q moins pi de F au carré. Seulement, comme ces deux-là sont égaux, ça implique que Q est égal à pi de F, hein, que norme de Q moins pi de F au carré est nulle, et donc Q est égal à pi de F. Hein. Et donc, voilà, ça signifie quoi? Ça signifie que tout ça, ça signifie que pi de F est le seul à vérifier ça. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que si on a F moins Q en norme, hein, Q appartenant à N est inférieur ou égal, est égal à l'inf des F moins P, P appartient à N, ben c'est que Q est égal à